Alexis Corbière, député La France Insoumise, et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Ce n'était pas la grande foule hier dans les rues des grandes villes pour protester contre la réforme du Code du travail. À la une, Le Parisien fait ce titre ce matin: le front anti-loi travail a un coup de mou. Vous convenez du coup de mou hier? Non, hier c'était quand même très correct. C'est une journée qui faisait suite à une journée, celle du 12, qui était plus élevée que les premières manifestations de la loi El Khomri. Il y a eu des routiers qui se sont mobilisés cette semaine avec une certaine efficacité. On ne sent pas quand même un mouvement très fort, quoi. Je ne sais pas, moi j'observe que régulièrement vous utilisez les études d'opinion pour aborder beaucoup de discussions. Et là, il y en a des études d'opinion qui montrent que les Français ne sont pas d'accord avec cette réforme parce qu'ils ont compris qu'il y avait du coup 18 millions de salariés en danger. On va faciliter les licenciements, augmenter la précarité. Lorsqu'on va subir un licenciement abusif, ce sera même plus la peine d'aller au prud'homme. Ce constat est juste. Dans les sondages, voilà. Donc les mobilisations sont nécessaires. Dans les sondages, la réforme n'est pas populaire, mais la mobilisation dans la rue n'a pas l'air importante. Voilà, après, Hier, 132 000 personnes selon les autorités. C'est en nette baisse. Et alors, on n'a même pas eu de chiffres des syndicats qui n'ont pas communiqué. Je ne suis pas dirigeant syndical. Absolument. Mais enfin, tout indique que c'était beaucoup moins que la première journée de mobilisation, c'est un fait. Et alors, la vie sociale prend diverses formes, évidemment. Et puis, nous sommes dans une démocratie, donc les gens sont libres et responsables dans leurs actes. Mais on annonce pour lundi, c'est la Fédération des routiers de la CGT qui l'annonce, un possible blocage des raffineries. Est-ce que ce serait légitime de bloquer les raffineries ? C'est le droit de grève, voilà, ça existe dans ce pays, c'est une longue histoire, vous la connaissez cette histoire. On ne va pas tout découvrir tous les 4 matins qu'il y a le droit de grève, le droit de mobilisation, qu'il y a un moment où des salariés, en fonction de ce qu'ils croient, l'importance de quelque chose, la violence du choc d'ailleurs, hein, c'est quand même important, cette remise en cause du Code du travail, eh bien, il y a des mobilisations sociales qui ont des conséquences, qui créent des désagréments. Mais on n'est pas au Japon ici, on ne va pas se mettre en grève avec un brassard en continuant d'aller travailler. Il y a une habitude qui fait partie d'ailleurs du patrimoine national, où parfois il y a eu des moments de grève dans ce pays. En 68, on a dérangé, fallait-il faire 68 ? 68 était-il légitime ? Vaste débat. Oui. Moi, je crois que c'est bien et qu'il y a eu des moments dans l'histoire du pays où il faut se mobiliser. La question, c'est est-ce que une mobilisation... Je ne vous parle pas de 68, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on découvre... Je vous parle de chauffeurs routiers qui ont la chance, quand ils font grève, vous ne l'avez pas, moi non plus, d'avoir des poids lourds. Donc les poids lourds, évidemment, c'est plus embarrassant que 2 pieds dans la rue, et qui peuvent bloquer des raffineries. Alors on peut se poser la question de savoir si certaines formes d'action légales, ne sont pas excessives. Là, je trouve qu'au vu de l'ampleur de l'offensive, ça n'est pas excessif. Ce qui est excessif, c'est ce que fait ce gouvernement. C'est excessif que le parlementaire que je suis n'a même pas pu participer à la rédaction d'une ligne, d'un mot, d'un projet de loi ou d'une ordonnance qui va être signée aujourd'hui. Je vous retournerai l'argument de la légalité, c'est constitutionnel. Voilà, donc ça s'appelle les institutions de la Ve République, autoritaire, monarchiste. Et d'ailleurs, le candidat Jean-Luc Mélenchon, que j'ai soutenu, était pour une 6e République. Il est temps d'en finir, parce que qu'est-ce que ça fabrique, ça ? De l'abstention. Non, mais on est des institutions autoritaires, nées dans un moment particulier de l'histoire du pays que vous connaissez, la guerre d'Algérie, y compris la menace d'un coup d'État militaire. Il faudrait le rappeler un jour quand même, hein, qu'il y a eu la menace en 58, lorsque la Ve République a été mise en place, que des armées sautent sur Paris. On croit que la Constitution de la Ve République, elle est née tranquillement comme ça. Le pays était dans un état de grande turbulence. Donc, ce sont des institutions autoritaires, taillées sur mesure pour un personnage qui avait une ampleur, qui s'appelait le général de Gaulle. Aujourd'hui, ces institutions, il faut en finir. Parce qu'on le voit. On peut revenir à 2017, s'il vous plaît. Non, mais on y est. Alexis Corbière. Non, mais attendez. 68. Non, mais oui, mais attendez. Je voulais juste vous entendre. Non, mais je termine là-dessus. J'étais pas en train de faire une digression. C'est que ces institutions permettent à M. Macron de mettre en place une réforme qui est impopulaire. Il peut le faire. C'est un problème. Les ordonnances. Donc c'est aujourd'hui. Présenté en Conseil des ministres, et ça sera appliqué visiblement très vite, puisque ensuite c'est promulgué, journal officiel, lundi. Scandaleux. Voilà. C'est parti. Voilà, on était en plein dans le sujet, c'est quand même incroyable des institutions dans ce pays. Oui, où vous invitez un parlementaire, j'ai toujours plaisir à vous voir, Bruce Toussaint, franchement je vous aime bien, c'est sympa, moi j'ai bu un bon café, mais je suis un parlementaire qui vient pour parler d'une loi auquel il n'a jamais participé, rien voulu de vous-même. Ça va être promulgué. Mais attendez, je comprends pas, vous nous dites quoi, il y a un coup d'État en France quand j'utilise le terme de coup d'État social, vous hurlez. J'essaie d'illustrer à ma façon, de manière un peu plaisante, c'est le matin, pour dire que même les parlementaires, aujourd'hui, ne servent à rien. Notre question est la suivante. À quoi sert votre mobilisation, puisque les ordonnances sont présentées aujourd'hui et qu'elles seront effectives la semaine prochaine? C'est une question légitime, il me semble. Est-ce que le combat est perdu? Non, mais c'est jamais perdu d'avance. Faire entendre une voix forte qui, je crois, a un certain écho dans le pays, qui dit, voilà, ça n'est pas, c'est un danger, ça n'est pas bon pour le pays, ça va fabriquer des emplois stables en emplois précaires, ça va transformer du CDI en CDD. Moi, je veux pas de la précarité, je la veux pas pour vous, Monsieur Toussaint, je la veux pas pour vous, ni pour vos enfants, pour les miens. C'est mauvais pour le pays, donc c'est nécessaire.
Après, voilà, il y a une mobilisation sociale. Demain, on fera une journée. Tout ça est démocratique quand même. J'entends des fois des mots pour nous décrire, c'est absurde. Et on ne va pas découvrir que dans ce pays, il y a un travail parlementaire qu'on essaie de faire. Et puis, il y a des moments où on se manifeste. Vous avez déjà manifesté dans votre vie, Jean-Michel Apathy. Voilà, vous n'aviez pas l'impression de faire un acte illégal, autoritaire. Mais c'est ça qui... Oui, il n'y a rien de personnel. Oui, c'est ça. Non, mais je veux dire... Oui, non, mais j'ai manifesté. Oui, ça n'a aucun intérêt, mais j'ai manifesté. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la faille dans votre raisonnement. S'il n'y en a qu'une, ça va. En tout cas, il y en a une là ce matin. C'est-à-dire que vous défendez, et vous avez raison de le faire, les gens qui manifestent, les gens qui sont dans la rue, voire les gens qui demain bloqueront les raffineries, puisque le droit de grève existe, dites-vous. Mais de la même manière, les constitutions sont, les ordonnances, pardon, sont légales, c'est la règle du jeu, nous la connaissons tous, nous vivons avec. Si les institutions changent, elles changeront. Mais quand vous parlez des ordonnances, vous dites c'est scandaleux. Ben non, il n'y a pas un scandale, c'est la vie démocratique. Tout est démocratique dans la séquence. Ne glissez pas, par exemple. C'est comme le 49.3 qu'utilisait M. Valls, donc je vois qu'il vient de sortir de sa boîte d'ailleurs, après une retraite. Bon, ça, je veux dire, on a beau dire que c'est constitutionnel, mais je trouve ça scandaleux, je trouve ça antidémocratique. Mais des gens pourront dire c'est scandaleux de bloquer la raffinerie. Peut-être, mais ils ont raison, voilà. Pourquoi pas, ils ont le droit de s'exprimer, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas une société auquel tout le monde peut s'exprimer. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il y a des institutions qui posent un problème. Ce qui reste dans l'angle mort, c'est que les gens s'abstiennent. Ça continue, c'est pas grave, on peut gouverner contre le peuple, on peut mettre en place des choses pour lesquelles il n'a pas été vraiment consulté, on peut faire en sorte que 577 députés soient ramenés à peu de choses pour promulguer une loi aussi importante que le Code du travail. C'est pas rien, on discute pas seulement de la réglementation, de la taille des coquilles d'escargot quand même, on parle de quelque chose d'important. Donc voilà, moi ce que je dis, il peut le faire, le monarque présidentiel. La Ve République lui permet. Après, est-ce que tout ça est démocratique et ne pose pas des difficultés de fond? Je crois que oui. Donc nous, on se fait entendre. Vous restez avec nous, Alexis Corbière, bien sûr. Il est 8h40. Voici l'essentiel de l'info avec Agathe Mahuet. Deux professions qui se font entendre ce matin. D'abord les CRS dans la rue hier. 3 de leurs syndicats sont reçus en ce moment par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Les policiers qui refusent notamment la taxation prochainement de leur indemnité d'éloignement. Et puis les agriculteurs sur les Champs-Élysées. De la paille déversée sur l'avenue. Un peu plus de 200 cultivateurs opposés à la fin prochaine du glyphosate en France. 2 référendums aussi dans l'actualité. Celui pour l'autodétermination de la Catalogne. Malgré les obstacles, les arrestations, les amendes. Le gouvernement séparatiste persiste à vouloir l'organiser le 1er octobre. Les manifestants hier étaient en nombre dans la rue. Et puis à l'ONU, c'est le Conseil de sécurité qui s'oppose à la tenue du référendum pour l'indépendance du Kurdistan. Un projet qui risque, selon les Nations Unies, de déstabiliser les opérations menées contre Daesh dans la région. Enfin, même lorsqu'elle s'est mise à distribuer ses millions, Liliane Bettencourt n'a finalement jamais perdu la tête, assure Gérard Miller, le psychanalyste, auteur d'un documentaire inédit sur la femme la plus riche du monde. Fortunes et infortunes des Bettencourt, diffusé ce soir sur France 3. L'héritière du groupe L'Oréal s'est éteinte hier à l'âge de 94 ans. France Info. Alexis Corbière, député La France Insoumise, et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Le grand rendez-vous de la France Insoumise, c'est demain à Paris, manifestation nationale. Ouais, c'est une étape citoyenne importante. J'espère que ce soit un grand succès. On y travaille. Je pense qu'il y aura du monde. C'est quoi avoir du monde? Ouais, écoutez, vous vous souvenez, le 18 mars, quand on avait fait notre rassemblement pendant la campagne présidentielle, ça avait marqué les esprits. Moi, de ce que je vois, c'est une mobilisation au moins du même calibre. C'est-à-dire on avait mis près de 100 000 personnes. Ouais. D'accord, on verra. Quel but? Quel sens? Le sens, c'est faire entendre une grande voix populaire qui dit non, qui dit un peu ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Vous n'avez pas été élu pour cela. Danger sur le code du travail. C'est un autre type de société dans lequel on peut basculer. Parce que, une fois de plus, les relations sociales, la manière dont on peut être licencié facilement, l'absence de protection, la généralisation de la précarité, ça devient quasiment intime. Vous êtes un jeune salarié, vous voulez prendre un appartement. Si vous n'avez qu'une fiche de CDD à montrer, ça a des conséquences. Je veux dire, c'est pas seulement... on discute pas de choses abstraites. Donc, c'est un autre type de société. Moi, au fond, je suis un républicain. Je suis pour que la réglementation sociale soit la même partout. Et là, on va avoir, selon les branches, selon même les entreprises, des choses nouvelles, différentes, des concurrences qui vont se mettre en œuvre. Ça va niveler vers le bas. Même des gens de bonne foi vont dire hey, les copains, faut s'aligner sur le concurrent. Mais qui, ça, lui, c'est la contestation du projet que mène le gouvernement. Ça sert à quoi de mettre 100 000 personnes dans la rue? Parce qu'après, elles vont rentrer chez elles.
la vie va continuer, il n'y a pas d'échéance nationale avant 4 ans. Pourquoi si tôt dans le quinquennat? Qu'est-ce qu'il y a d'urgent à faire descendre les gens dans la rue? M. Macron, qu'est-ce qu'il y a d'urgent à ce qu'au cœur de l'été, il a fallu absolument le faire par ordonnance, sans passer par le Parlement? Non, mais je vous la pose à vous. Qu'est-ce qu'il y a d'urgent à mettre 100 000 personnes dans la rue? Que vous mettiez 100 000 personnes, que vous demandiez, que vous fassiez un appel à la population pendant la campagne présidentielle, on le comprend. Puisque là, il s'agit de... Donc vous êtes pour qu'une fois que la campagne est terminée, rentrer à la maison, le pouvoir a lieu, plus rien ne sert de manifester, ils sont là. Je ne suis pas pour grand-chose, je vous demande pourquoi vous faites ça au début du quinquennat. Je ne comprends pas bien, mais après, voilà. Après, je ne suis ni pour ni contre. Cette interview de Jean-Michel Apathy par Alexis Corbière est passionnante. Mais il ne répond pas à toutes mes questions tout de même. Vous répondez, monsieur Apathy. J'ai beaucoup vu de gens ne pas répondre, donc je me suis imprégné de cette question. Si je peux préciser un tout petit peu ou dévier un peu la question. Demain, c'est une manifestation contre les ordonnances ou c'est une manifestation anti-Macron? Ça va s'élargir. C'est évident que... C'était le sens de la question, en effet. Non, mais merci. C'est une manifestation pour le retrait des ordonnances. S'il devait y avoir un mot d'ordre, c'est celui-là. Mais il y a aussi plusieurs raisons de venir manifester. Beaucoup de gens sont choqués au fait qu'on va retirer 5 € à 6,8 millions de Français les plus pauvres, souvent les plus... Voilà. Et à l'inverse, on avait prévu, paix à son âme, à ce que Mme Bettencourt et puis la poignée d'ultra-riches, par l'intermédiaire de la réforme de l'ISF, se voient rendre de l'argent. Je ne crois pas que Mme Bettencourt, par le porté qu'on en fait, je parle d'elle, franchement, pardon... de ce côté un peu le jour de sa disparition, mais pour montrer que c'est une dame qui n'avait pas besoin qu'il y ait une réforme d'impôt pour qu'on lui rende de l'argent. Je crois qu'elle était la première fortune de France et ne sachant même plus très bien elle-même de combien elle disposait. Donc tout ça est absurde. C'est donc un président des riches, c'est vécu comme ça, qui très vite se retrouve dans une situation aussi où les études d'opinion démontrent qu'il dévie, si je puis me permettre cette expression. Bon bref, moi là-dedans, je trouve qu'il ne faut pas s'étonner de ce qui fait partie de notre histoire. On proteste, on manifeste, on a diffusé 3 millions de tracts. C'est une pédagogie politique qui permet que de plus en plus de citoyens se fassent une opinion sur... Et au fond, on a le sentiment que ce qui se joue demain, c'est au fond la place de premier opposant. Oui, mais... c'est ce qui n'est pas d'ailleurs honteux de revendiquer cette position. C'est ça le véritable objectif. C'est pas McDonald's, la France Insoumise. Il n'y a pas le tableau de meilleur opposant du mois et on ne cherche pas à être en haut. C'est à vous ça de le dire. Pour le coup, vous me taquiniez tout à l'heure en disant l'interview de Apathy par Alexis Corbière. Moi, je ne suis pas commentateur. Je ne suis pas en train de dire, voilà, je suis le premier opposant. C'est absurde. Moi, je fais le boulot. Enfin, moi, pardon. Mes amis ont fait le boulot. On fait ce qui est nécessaire. On appelle à des mobilisations. Après, on verra. Peut-être que demain sera un échec. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et peut-être que ce gouvernement dira, vous ne représentez rien, j'avance. Il a même prévu déjà de le faire. Franchement, je ne peux pas faire mieux. Moi, je défends des idées. Je ne vais pas devenir macroniste en disant il a élu. Je dis il y a un danger. Voilà ce que je fais. Je fais le job. Vous, le matin, vous vous levez, vous faites votre émission. Et ce n'est pas parce qu'éventuellement un concurrent fait plus d'audience que vous dites j'arrête. Voilà, vous défendez des idées, une certaine conception et c'est très bien. Mais pour quelle raison je beurre la tartine comme ça? C'est que je suis étonné par moments que le fait de protester dans ce pays devient quasiment un acte de sédition, quasiment on devient un golpiste. En tout cas, parce qu'on n'est pas d'accord avec Macron. Pas autour de cette table. Le mot sédition, ni coup d'État n'a été employé autour de cette table. Je parle plus loin. Vous me fournissez une transition quand même très intéressante. Je suis utile. Parce que parfois, quand des dirigeants de la France insoumise commentent les buts qu'ils poursuivent dans l'action politique qu'ils mènent, des mots utilisés retiennent particulièrement l'attention. C'était le cas il y a 15 jours avec Adrien Quatennens, jeune député de la France insoumise, jeune homme talentueux, brillant, qui s'est exprimé comme nous allons l'entendre. Nous sommes des gens sérieux, qui travaillons, qui nous préparons méthodiquement, et tout ce que nous posons politiquement, c'est autant d'étapes intermédiaires jusqu'à ce qui reste notre objectif ultime. Entendez-moi bien, l'objectif, ça reste la prise du pouvoir dans ce pays. Alors, on l'avait... C'est soft. Pas du tout, non. On l'avait justement relancé un petit peu, la prise du pouvoir. Bon, ça c'est Lénine 1917. La conquête du pouvoir, je comprends, mais la prise du pouvoir, il y a là une dimension particulière. Rassurez-vous, que ce soit Adrien Quatennens, nous tous, il n'y a qu'une seule manière dans ce pays de prendre le pouvoir, c'est par des élections démocratiques. Et donc ça ne s'appelle pas la prise du pouvoir, ça s'appelle la conquête du pouvoir. Si on est attentif au mot, non, j'intègre l'argument. Ça traduit quelque chose. Alors, il y en a un autre qui vous soupçonne de beaucoup de noirs des scènes. Vous savez, moi, j'ai passé l'âge des coups de force pour prendre le pouvoir. Je ne sais pas d'ailleurs, quand je dis passer l'âge,
dans ce pays, il y a une vie démocratique est installée depuis longtemps. Il n'y a aucun avenir n'existe sans des élections démocratiques. Quand même il y aurait une situation de grève générale, je pense qu'assez rapidement, si même un nouveau pouvoir prenait à avoir des responsabilités, il faudrait qu'il fasse très rapidement des élections pour vérifier s'il est en phase avec le pays. Enfin, je veux dire, franchement, et même Adrien, on est tous d'accord là-dessus. C'est ces institutions qui violentent le peuple, hein, moi je pense. C'est intéressant les mots que les gens emploient. Voilà. Donc c'était une petite station lexicologique. Et il y en a un autre qui employait des mots durs à votre égard. Je vous laisse libre. Le fait de prendre le pouvoir ne signifie pas pour autant qu'on le prend par la force. Moi, la prise de pouvoir, ça me fait penser à Lénine. Mais voilà, chacun ses références. Oui, je vous relirai attentivement. Peut-être que ça vous est arrivé d'utiliser... C'est possible. Quand vous prenez l'antenne. C'est possible. C'est que vous empêchez les autres de la... Allez, je vous laisse. Manuel Valls a parlé de vous hier sur BFM et on l'écoute. On ne se comporte pas comme un factieux. On est un factieux. On ne se comporte pas comme un factieux. On est à un certain niveau. Je sais que Jean-Luc Mélenchon est un adversaire politique que j'estime à ce niveau-là, mais un adversaire politique et dangereux pour mon pays. Dangereux pour mon pays. Comportement de factieux. Au fou. C'est totalement déraisonnable. Ce qui a été dangereux pour le pays, ça a été la politique de Manuel Valls. Il a quand même gouverné par 49-3, à tel point que même qu'après, quand il a voulu se présenter, il a dit qu'il fallait pas le faire. La honte, il n'assumait même pas ce qu'il avait fait. Il a explosé son parti. Je lui rappelle que Solferino va être mis en vente grâce aux brillantes idées et au talent de Manuel Valls. Il est un député totalement absent. Hein. Les gens qui ont voté pour lui à Évry, qui sachent qu'ils ont un député qui ne fait rien, qui n'intervient jamais. Et ce monsieur sort de sa boîte pour dire quoi? Quel est le problème du pays? Jean-Luc Mélenchon, la vie est belle, hein. Ridicule. Comportement de factieux. Alors, comportement de factieux. Mais qui c'est ce Gugus pour nous parler comme ça? Comportement de factieux. Factieux, ça veut dire quoi? J'ai prévu, moi, de faire un coup d'État? Je suis un fasciste? Mais qui il est, Manuel Valls? Qui il est, l'homme là qui disait tu me vires un peu, je veux du white et du blanco. On va faire la liste de tous les propos inacceptables qui sont pas du tout conformes à la moindre tradition républicaine tenue par Manuel Valls. Pourquoi je le ferais pas? Parce qu'il ne représente plus rien. Le valsisme n'existe plus. Même ses plus proches amis aujourd'hui sont éloignés de lui. Et cet homme sort de sa boîte grâce à Routel Krief, comme quoi c'est vraiment une femme sympathique, pour lui donner la parole, pour dire quoi? Pourquoi lui donnerait pas la parole? Mais parce que ça n'existe plus. Nous aussi on peut l'inviter si on veut, non? Ouais, très bien. Mais alors, c'est le Premier ministre. Non mais je veux dire, vous lui reprochez. Non mais donnez la parole. Non mais je taquine. Mais donnez la parole à Manuel Valls. Non mais donnez la parole à Manuel Valls. Donnez la parole à Manuel Valls aujourd'hui dans cette séquence, pour qu'il consacre du temps à insulter Jean-Luc Mélenchon, sans même que, alors je vais citer pour le coup, je vais revenir sur la journaliste Krief. Qu'on puisse traiter quelqu'un de factieux, mais c'est honteux. C'est honteux. On n'a plus le droit d'inviter Manuel Valls. On a le droit, mais quel est l'intérêt de faire ça? Quel est l'intérêt à ce que le journaliste ne renvoie même pas la question? Le type traite, monsieur Valls, traite un responsable politique de premier plan de factieux, et ça pose pas de problème. Vous avez qualifié Manuel Valls là de manière très dure, on ne vous reprend pas, on vous laisse faire. Non mais factieux, c'est un terme. Factieux, ça veut dire que est-ce que Jean-Michel Apathy, et on n'est pas les derniers parfois à se confronter, et même avec Jean-Luc Mélenchon, vous pensez que Jean-Luc Mélenchon est un factieux? C'est un homme qui prépare un coup d'État par la force. On va pas faire l'interview de Jean-Michel Apathy. Non mais c'est absurde. Non mais il y a une outrance du propos. On est là pour vous poser des questions. Non mais il y a une outrance du propos. Je vous assure, j'adore Jean-Michel Apathy, mais c'est vos réponses. Non mais j'entends bien, mais pardon, c'est ma manière à moi de parler. Compris, non mais vous voyez ce que je veux dire? Vous ne trouvez pas que c'est outrancier comme propos qui décrédibilise celui qui le tient? Les vôtres aussi à l'instant, Alexis Corbière. À quel sujet? Vous qualifiez un ancien Premier ministre de Gugus. Oui, quand il parle comme ça, c'est un Gugus. C'est un Gugus. Vous tombez dans les mêmes travers, pardon de vous le dire. Ah non, pas du tout. Lui, il me traite. Je dis que tenir ça quand on a dirigé l'État, quand on a dirigé ce pays, qu'on a été Premier ministre, considérer que Jean-Luc Mélenchon est un factieux, ce sont des propos de Gugus. C'est-à-dire c'est pas sérieux. Et Manuel Valls n'est pas sérieux. Et pourquoi il fait ça? Pour dire, c'est des signaux envoyés à Macron. Regarde Emmanuel, je tape sur ton opposant Mélenchon, je peux encore être utile. C'est pas digne de la fonction de Premier ministre. Restez avec nous, 8h51. L'essentiel de l'info tout de suite, Agathe Mahuet. La mobilisation contre la réforme du Code du travail, plus faible hier. La CGT a rassemblé près de 100 000 personnes de moins que le 12 septembre. Philippe Martinez, pourtant, promet sans en préciser la date une nouvelle journée d'action, tandis que les 36 mesures censées mettre un terme au chômage de masse sont présentées en Conseil des ministres ce matin, puis elles seront signées par le chef de l'État. Jean-Luc Mélenchon lui a donc programmé pour demain sa journée de mobilisation contre ces mesures. Le leader de la France insoumise, dont les Français n'ont pas une bonne opinion. Selon un sondage Odoxa Densu Consulting pour France Info et Le Figaro, 2 Français sur 3 estiment que Jean-Luc Mélenchon ferait un mauvais président.
Comme un pied de nez à Donald Trump, le président iranien Hassan Rouhani annonce ce matin le renforcement de ses capacités militaires et balistiques, alors que les dernières négociations sur le nucléaire iranien ont fini dans l'impasse cette semaine à l'ONU. Et puis le dernier bilan au Mexique qui fait état de 272 morts. Après le séisme, les secouristes s'activent encore, mais l'espoir s'amenuise. Plusieurs dizaines de personnes restent disparues, recherchées toujours sous les quelques 40 bâtiments écroulés à Mexico. France Info. Alexis Corbière est notre invité ce matin sur France Info. Jean-Michel Apathy. Hier à Grenoble, c'était à Limoges, au début de la semaine, des individus ont incendié des véhicules de la gendarmerie et par ce geste, ils veulent se solidariser avec les prévenus du procès qui se déroule actuellement à Paris. Procès de personnes soupçonnées d'avoir agressé des policiers, brûlé leur voiture au printemps dernier lors de manifestations, au printemps 2016, lors de manifestations contre la loi El Khomri. Que pensez-vous de ces actes de gens qui brûlent les voitures de gendarmerie ? Intolérable. Aucune violence doit avoir lieu, a fortiori contre des policiers, c'est absurde. Vous condamnez aussi les violences du printemps 2016 ? Oui, bien sûr, mais on l'a fait moult fois. Je n'ai rien à voir avec ça. C'est même un problème d'ailleurs pour des organisateurs de manifestations comme nous, qui est des gens qui viennent, comme toujours, ça fait le spectacle, c'est violent, ça donne une image négative, ça n'a rien à voir avec le grand mouvement pacifique que nous représentons. Il y a un sentiment anti-policier très fort dans ces manifestations. Non, il y a aujourd'hui une ultra-gauche qui existe, vous avez de la culture politique, ça existe, ça s'appelle les Black Blocs, ça s'appelle ce que vous voulez, bon, ça n'a rien à voir avec nous, hein. Même ils nous tapent dessus quand ils ont l'occasion. Donc voilà, je ne vois pas l'intérêt de faire cela, c'est fou, c'est inacceptable. Il y a en plus parfois la vie de certains fonctionnaires qui sont mis en danger. Moi j'ai les images là, de Quai de Valmy, il y a la dignité du policier qui est sorti à ce moment-là, qui avait une arme qui n'a pas sorti, qui s'est protégé avec les mains contre un type qui lui tapait avec un bâton. Enfin franchement, voilà quoi, je n'accepte pas ça. Et puis en plus, sans être, comment dirais-je, cynique politiquement, mais politiquement ça fait du mal à ce qu'on fait. Parce que ça donne l'impression qu'on est des gens violents, les casseurs. Je veux dire, nous, on a besoin de rassurer la population, qu'on soit d'accord ou pas, mais on est un grand mouvement démocratique. Vous redoutez que demain, il y ait des individus comme ça dans on se donne les moyens d'éviter qu'il y ait ça. Un service d'ordre qui... Bien sûr, évidemment. Pour éviter que la violence soit dans la rue quand vous y serez demain. Toute grande mobilisation populaire aujourd'hui est confrontée à ce problème. Soit match de foot, un concert, n'importe quoi. Vous êtes obligés. On se donne les moyens. Nous allons évoquer un sujet qui est à la frontière de la vie personnelle et de la vie politique. C'est le déplacement, les conditions du déplacement de Jean-Luc Mélenchon à La Réunion la semaine dernière. Il a voyagé en classe business alors que 2 députés de la France insoumise qui l'accompagnaient, Mathilde Panot et Daniel Obono, voyageaient en classe économique. Et interrogé à ce sujet hier matin sur RTL, Jean-Luc Mélenchon a fourni cette explication. Chacun d'entre nous a payé sa place d'avion et évalué la dépense qu'il voulait faire. Chacun d'entre nous paye sa place d'avion, d'accord ? Donc moi, j'ai évalué, compte tenu des expériences lombaires malheureuses que j'ai fait en classe économique, que je ne pouvais pas m'offrir le luxe de me faire démolir physiquement 3 jours avant une manifestation, enfin une semaine avant. Mélenchon se déplaçait à La Réunion pour la France insoumise. Oui. Et il payait ses billets d'avion lui-même. Oui. Ça coûte cher de militer à la France insoumise. Oui, ça coûte cher. Oui. Parce que je ne sais pas combien coûtent les billets d'avion. Ça coûte cher. Oui. Et en business, mais... Pourquoi c'est pas le parti qui prend en charge ce déplacement ? C'est un déplacement professionnel. Oui, ça nous a un peu surpris. Mais parce que Jean-Luc Mélenchon... Ou le groupe à l'Assemblée, peut-être, je ne sais pas. Mais... C'est lui qui a payé. Oui. Mais c'est curieux, non ? C'est incroyable c'est un petit sujet. Oui, pardon, Alexis Corbière. Non, mais non, ce que dit Bruce, c'est juste, c'est un petit oui. Ah bon, je dis un petit oui, mais parce qu'il vous le dit, je ne vais pas vous dire mieux que Jean-Luc Mélenchon. Vous comprenez que ça surprend ? Après, non, il n'y a rien qui surprend. Il y a un thème journalistique. Je ne comprends pas pour quelle raison. Voilà, quand on a 27 ans, peut-être qu'on n'a pas les mêmes exigences de voyage que quand on a l'âge de Jean-Luc Mélenchon, qui, une fois arrivé sur place, va enchaîner les meetings, a besoin de bien dormir et se paye, lui, en fonction de ses moyens, un voyage qui est un peu plus reposant. En quoi ça devient un problème, si ce n'est une volonté de faire tourner un petit Mélenchon bashing ? Et moi, ce qui me sidère, c'est qu'il a fait un voyage à La Réunion qui a été très peu couvert par les médias, alors qu'accessoirement, il y a 1 million de concitoyens, une situation sociale inacceptable, des prix... Pas tout, oui, des prix. Non, mais d'accord, mais le même temps consacré à comment Jean-Luc Mélenchon voyage, la couleur de son pyjama, ça peut vous intéresser pendant la... il faut s'intéresser à tout. Est-ce qu'il s'est brossé les dents une fois qu'il est arrivé ? Est-ce qu'il a ronflé ou pas, selon ses voisins ? On peut faire une enquête là-dessus. Non, je vais répondre à votre question. Et vous, quand vous voyagez, quand vous de l'autre côté de la planète, jamais voyagé en business. Arrêtez de poser des questions. J'adore Jean-Michel Apathy. Je n'ai jamais voyagé en business, je vous le dis. Mais non, ce qui nous a surpris en fait, c'est l'homme est en classe business et les 2 femmes sont en classe économique. Et du coup, mais du coup, s'il a payé lui-même, c'est son problème.
Ben voilà. Mais par exemple, si c'est le parti qui a payé, on se poserait la question de savoir pourquoi le parti paie aux uns mais ça n'est pas le en cas. business. Mais ça n'est pas le cas. C'est ça qui est ça n'est pas le cas. Vous savez, non, vous ne posez pas la question, vous avez une réponse. C'est ça qui est intéressant. Oui, mais je vérifie réponse. Auprès de vous. Ben oui, je vous donne la réponse. Voilà. Non, il n'y a pas des gens, on ne paye pas un certain niveau de choses à M. Mélenchon et c'est la cale pour aller ramer pour les autres. Alexis Corbière, si vous voyagez demain pour la France Insoumise, c'est vous qui payez votre billet d'avion? Je comprends pas. C'est ça que je comprends pas. Ce serait qui? Le parti. Le parti. Non, mais attendez, en l'occurrence, là, il peut y avoir ça dépend quelle est la nature du voyage, du truc. Là, ça coûte cher. Manifestement, c'était pas un voyage d'agrément, là. Voilà. Manifestement, Jean-Luc, lui, a payé son voyage. Voilà, c'est très bien. Enfin, je veux dire, restons-en à cette réponse. Vous vérifierez si vous voulez. Mais c'est la réponse qu'il avait été. Ça coûte cher, ce déplacement. On a vérifié en vous posant la question. Oui, non, mais je vous remercie. Non, mais c'est incroyable qu'il y a besoin, même quand Jean-Luc Mélenchon s'exprime, encore de vérifier. Mais moi, je trouve pas ça. De tout le monde. Oui, mais bon, les amis, parce que moi, je donne un côté un peu enflammé à nos échanges, mais vous trouvez ça vraiment intéressant comme sujet? Oui, voilà, vous avez la réponse. Ah bon? Voilà. Vous trouvez ça intéressant la manière dont les gens voyagent quand ils vous donnent une réponse, de fouiller? Hier à la manifestation, par exemple, il y avait des journalistes qui venaient m'interroger, rien n'affiche sur le code du travail, on ne sait pas par contre. On s'intéresse à la retraite de Laurent Wauquiez, au voyage de Jean-Luc Mélenchon et au costume de François Fillon. Merci beaucoup Alexis Corbière. Voyez ce que vous venez de faire? Un signe égal entre tout ça? Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Le fait qu'un homme se fasse... Attends, non, mais je terminerai là-dessus, parce que là, voilà la boucle est bouclée. Un homme qui a été Premier ministre se fait offrir des costumes par un gars qui est un des champs de la France-Afrique. Un homme qui dit qu'il y a trop de fonctionnaires dans ce pays, il y en a l'argent public, touche une retraite. Et là, non mais rien à voir. On est libre de s'intéresser à tout. On vous réinvitera évidemment Alexis Corbière sur France Info. Merci beaucoup. Pour interroger Jean-Michel Apathy.